L'événement du bracaillement, survenu dans la nuit du 14 au 15 août 1791, s'inscrit dans une dynamique de résistance longue et structurée contre le système esclavagiste. On peut distinguer 5 grands moments dans la lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue. Le premier moment, c'est le moment Zabet. Zabet qui fut une esclave marronne à qui l'on a successivement tranché une oreille, un bras, un jarret, mais qui revenait chaque fois indomptable. Et pour reprendre les mots de Jean Praxmas, elle incarne l'amour immarcessible de la liberté. Ce moment représente la révolte individuelle, farouche et irréductible. Deuxième moment, c'est le moment Macandal, qui marque l'éveil d'une conscience collective de liberté, avec un marronnage désormais organisé, structuré et porteur d'une vision. Le troisième moment, c'est le moment Boukman, celui du soulèvement massif des ateliers. Un choc historique qui allait inspirer d'autres peuples à se dresser, eux aussi, contre la tyrannie de l'esclavage. Le cinquième moment, le moment Toussaint, qui est celui de l'autonomie administrative et politique, un projet avorté par l'expédition Leclerc. Le cinquième moment, c'est le moment Dessalines, enfin la guerre de libération nationale qui débouche sur l'indépendance et la naissance de la première République noire libre du monde. Aujourd'hui, en présence du corps diplomatique, nous évoquons le bracaillement non seulement comme un moment fondateur, mais aussi comme le point de départ d'une campagne de communication permanente sur nos patrimoines. Cette campagne vise 3 objectifs. Donner une dimension internationale aux activités de commémoration de cette année du bracaillement. 2. Promouvoir le tourisme culturel et accroître la visibilité du site sur la scène mondiale. 3. Soutenir un plaidoyer actif pour la prise en charge, la réhabilitation et l'aménagement durable du site. Permettez-moi également d'attirer votre attention sur 2 autres sites à haute portée universelle. La citadelle, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, qui est le prolongement du bracaillement, c'est un symbole de résistance. L'espace marin de Limonade, le bord de mer, abritant les épaves de la Santa Maria, où Christophe Colomb avait établi le premier comptoir européen sur le continent américain, haut lieu de résistance, car les Taïnos y ont exterminé, tué les 39 Espagnols laissés sur place par Christophe Colomb. Revenons au bracaillement. Dans le cadre des activités de cette année, plusieurs activités sont prévues pour marquer cette étape. 1. Un atelier d'harmonisation sur la gestion et l'aménagement du site avec les parties prenantes. Une conférence scientifique internationale réunissant chercheurs haïtiens et étrangers. Des activités culturelles et artistiques en hommage à notre mémoire collective. Et surtout, une campagne de communication qui débute aujourd'hui à travers les plateformes officielles du ministère. C'est avec une grande fierté et une profonde solennité que nous commémorons les 234 années de cérémonie du bracaillement. Cette dernière est une date charnière de la lutte contre l'oppression et le système esclavagiste. Il ne s'agit pas seulement d'un rappel du passé, mais surtout, c'est un hommage à l'héroïsme inaltérable de nos ancêtres qui ont su montrer la voie et ont inspiré d'autres peuples. La cérémonie du bracaillement, dans la nuit du 14 au 15 août 1791, qui s'est déroulée sur l'habitation de Normand de Mézy, dans la plaine du Nord, a été l'occasion d'un réveil collectif, une quête de dignité humaine portée par 2 figures majeures, Djouti Boukman et Cécile Fatima. Ce ne fut ni un accident, ni une improvisation, mais de préférence la voix d'un peuple asservi, s'élevant dans la nuit coloniale pour dire assez contre la tyrannie et la servitude. La cérémonie du bracaillement
fut le point de départ d'une solidarité active entre les peuples du Sud, marquant la naissance d'une coopération Sud-Sud avant l'heure. En effet, Haïti n'a pas gardé sa victoire pour elle seule, mais par altruisme extrême, Haïti a tendu la main à d'autres peuples opprimés. C'est ainsi que Jean-Jacques Dessalines a su soutenir Francisco de Miranda et Alexandre Pétion, a fourni des armes, des hommes et des protections à Simon Bolivar, en contribuant ainsi à la libération de la Grande Colombie. Ce geste désintéressé et visionnaire a jeté les bases d'un panaméricanisme révolutionnaire conçu par Haïti, fondé pour l'entraide, la fraternité des peuples et la solidarité face à l'oppression. Le sang de nos illustres ancêtres, leur expérience, leur courage ont servi d'exemple. C'est la preuve que la solidarité entre les peuples est non seulement possible, mais nécessaire. Nous sommes donc fiers de cette lutte et nous sommes fiers de l'avoir portée au-delà de nos frontières. Mesdames, Messieurs, l'écho de ce mouvement idéologique de grande ampleur a franchi le temps et les frontières. C'est ainsi que l'UNESCO, par exemple, a fait du 23 août la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, en mémoire de cette insurrection et de toutes les valeurs qu'elle charrie. Bois Caïman est un lieu universel de pèlerinage. J'en profite pour féliciter le travail de grande valeur que réalise l'UNESCO, gardienne de la mémoire universelle, pour son engagement constant à préserver l'héritage de la lutte contre l'esclavage. Commémorer, c'est résister à l'oubli, comme elle le proclame. C'est aussi rappeler que l'humanité ne peut progresser qu'en affrontant lucidement son passé. Mesdames, Messieurs, Bois Caïman a contribué à la fondation de l'identité haïtienne, en revendiquant la liberté, en affirmant leur humanité. Nos aïeux ont forgé les premières expressions de ce que nous sommes aujourd'hui. Un peuple debout, fier, rebelle à toutes les injustices. La cérémonie du Bois Caïman fut le point de départ d'une solidarité active entre les peuples du Sud. Le Bois Caïman est le fondement même de l'universalité des droits de l'homme. Le Bois Caïman constitue également le socle du principe moderne de l'autodétermination des peuples. En se libérant par leurs propres moyens du joug colonial, les esclaves insurgés d'Haïti ont posé un acte de souveraineté populaire unique dans l'histoire. Ils ont démontré que tout peuple, aussi dominé soit-il, a le droit et la capacité de se gouverner par lui-même. Cette affirmation du droit à décider de son destin, née dans la forêt saint-domingoise, inspire encore aujourd'hui les peuples et leur lutte pour l'indépendance, leur dignité et leur pleine liberté. Que l'esprit et le projet de Bois Caïman continuent de résonner dans les cœurs et l'âme de tous les peuples pour que grandisse l'amour et la solidarité entre les nations. Et pour nous autres Haïtiens particulièrement, qu'il nous guide en ces temps difficiles de la vie nationale. La cérémonie d'aujourd'hui est organisée en prélude de la commémoration de l'un des événements les plus fondateurs de notre identité nationale, la cérémonie du Bois Caïman, tenue dans la nuit du 14 au 15 août 1791. Si vous permettez, c'est avec beaucoup d'émotion, de passion et de fierté que mon équipe et moi avons préparé cette activité pour exercer ce devoir de mémoire et de reconnaissance. La mémoire est, dit-on, un acte de résistance. Mesdames, Messieurs, il y a 234 ans, dans cette forêt obscure du Bois Caïman, est né ce que l'on pourrait appeler le premier grand manifeste de liberté de notre époque moderne, forgé non dans l'ordre des constitutions, mais dans la ferveur de la parole sacrée, dans le feu des serments. Bois Caïman est donc une source de lumière, une source d'unité, une source de culture. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'éclat glorieux d'un épisode historique, nous célébrons un héritage vivant. Nous reconnaissons que dans un lieu, à une date, des êtres opprimés
ont juré de maintenir l'insoumission qui va bouleverser le cours de l'histoire du monde. Le nom de Bouacaïman continue de résonner. Son souffle ne s'éteint pas. Sa mémoire nous habite. Et pour souligner son importance historique, le site de Bouacaïman est inscrit en octobre 2024 au registre des lieux d'histoire et de mémoire de l'UNESCO liés à l'esclavage et à la traite. Mesdames et messieurs, Bouacaïman est un symbole puissant de la lutte pour la liberté et la mémoire collective. Il appartient à la route de la résistance contre l'esclavage et du rejet du projet colonial. Permettez que je vous retrace les 3 grands moments de cette route. Le point de départ de cette route de résistance est la destruction par le feu du fort de la Nativité, première expression du bâti colonial européen sur cette île, prise d'assaut par Christophe Colomb. Rappelons que ce fort a été construit à partir des débris du navire de la Santa Maria échoué près de la côte, avec l'aide de la population autochtone. Dans l'histoire, le fort de la Nativité, appelé la Navidad, est considéré, d'une part, comme le symbole de la rencontre entre les Européens et les Amérindiens, mais d'autre part, ce fort consacre les prémices du programme européen de subjugation, d'exploitation et de colonisation du territoire nouvellement découvert. Le fort fut donc détruit par les précolombiens en raison des mauvais traitements et de la cupidité des Espagnols laissés sur place par Christophe Colomb. On pourra considérer donc ce moment comme le premier moment fort de la révolte et de la résistance. Le deuxième moment fort se retrouve dans le congrès du Bouacaïman, que nous commémorons aujourd'hui avec vous autres. En prélude à la date, nous rappelons cette grande cérémonie politico-religieuse qui a lancé la révolte générale des esclaves contre le système de l'exploitation. Bouacaïman fut donc un acte spirituel et une déclaration politique d'où jaillit la première révolution victorieuse d'esclaves de l'histoire, créant la première république noire, libre et indépendante. Le troisième moment fort consolide cette révolte contre l'exploitation de la puissance nègre et protège la toute jeune nation haïtienne contre une éventuelle reconquête européenne. Ainsi, pour défendre la liberté chèrement acquise par les armées indigènes ci-devant armées des Incas, la citadelle Henri a été construite en 1806 et 1820. Elle symbolise la vigilance éternelle d'un peuple libre face aux menaces constantes de l'oppression. Je suis fier, pour ne pas dire très fier, comme architecte de monument, d'avoir travaillé avec Albert Mangonèse dans le projet de restauration de la citadelle inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous voilà réunis dans cette enceinte pour parler et faire la promotion d'un événement historique qui a non seulement changé le cours de l'histoire de notre pays, mais aussi de toute l'humanité. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était la colonie la plus riche des Antilles, représentant près de 1/8 de l'économie de la métropole française et produisant plus de sucre et de café que toutes les autres colonies réunies dans la région. Mais cette richesse reposait sur un système d'exploitation brutal, où nos ancêtres, réduits en esclavage, enduraient les conditions de vie les plus inhumaines. Ce que Maurice Sixto qualifiait de laboratoire de misère humaine. En effet, dans la nuit du 14 au 15 août 1791, dans une clairière du Bois-Caïman,
dans la localité de Montrouge, près du Cap-Haïtien. S'est tenue une rencontre des principaux leaders d'esclaves pour planifier la plus grande révolte dans l'histoire de la traite négrière transatlantique. Cette révolte allait aboutir 13 ans plus tard à la création de la première république édifiée sur les ruines de la société esclavagiste. Ouakaïma n'était pas une réunion isolée, mais l'activation d'un réseau de résistance et soulèvement coordonnés. L'histoire atteste que d'autres cérémonies de moindre envergure ont eu lieu, à Troucaïma dans l'ouest, probablement dans le sud aussi. Cela révèle une dynamique collective plurielle, un véritable soulèvement de civilisation contre le géopolitique de l'esclavage de l'époque. Ouakaïma est réduit à une scène spectaculaire. Serment d'esclaves, un sacrifice rituel sous l'orage. Mais Ouakaïma est en réalité un moment fondateur dont la complexité mérite d'être pleinement réévaluée. Ce n'est pas un simple fait historique de 1791. C'est un processus complexe, en mouvement, un carrefour où convergent la spiritualité, la révolte sociale, la stratégie politique et l'héritage africain, bien sûr. La spiritualité vaudou, loin d'être un simple folklore, devient un langage de mobilisation. Les chants de guerre évoquant Dessalines, Macandal, Ezili et Sembi témoignent d'un imaginaire de libération, codé, puissant, profondément enraciné. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons refuser la mystification. Ouakaïma n'est ni un mythe figé, ni un dogme. Ce n'est pas un jour de la race, ni une guerre de religion. C'est un héritage stratégique, un moment de clairvoyance collective. Il nous appartient d'en extraire les leçons, sans en faire une religion. Le symbolisme de Cécile Fatima, fille d'un Corse et d'une esclave africaine, alliée à des esclaves comme Boukman, Biassou, Toussaint, doit nous inspirer dans cette union des fils et des filles de la patrie pour la construction nationale. Ouakaïma fut fondamentalement une réponse à des revendications économiques concrètes. Les esclaves réclamaient la fin des sévices, une réduction du temps de travail. Mais très vite, ces revendications se radicalisent. L'idée d'abolir l'esclavage prend forme. C'est là que la cérémonie prend toute sa dimension politique et s'inscrit dans l'éternité et l'universalisme. De ce fait, l'événement doit être situé dans une géopolitique globale pour la liberté et la dignité des peuples. Comme en Afrique du Sud, où l'apartheid fut inventé pour masquer une brutalité de l'exploitation, la question raciale a souvent servi à dissimuler le fondement économique des dominations. En Haïti aussi, la race et la religion ont parfois été instrumentalisées pour détourner le regard des véritables rapports de force. Célébrer Ouakaïma constitue un processus, un puissant moyen de continuer à parler aujourd'hui à tous les peuples en lutte. Il a nourri l'esprit de liberté des peuples. De ce fait, il a contribué au combat des peuples frères de l'Amérique latine. L'esprit du Ouakaïma a accompagné les patriotes dominicains dans la guerre de restauration de leur indépendance, de 1861 à 1865. Ouakaïma constitue encore aujourd'hui un symbole de courage. Notre tâche aujourd'hui n'est pas de l'idolâtrer, mais de le réactiver, de reprendre ces symboles, ces chants, ces mots, pour les transformer en outils d'analyse, en armes de libération. Et justement, je faisais référence à l'imaginaire collectif. C'est aussi ça aussi. Donc que cette commémoration nous inspire à poursuivre le combat pour la justice, la dignité et l'égalité que nos ancêtres ont initié. C'est cela, l'héritage vivant de Ouakaïma.